Monsieur, merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Kiosque, un seul sujet. Dans cette émission, il s'agit donc de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs et sénateurs. L'argent circule déjà. C'est la lettre à la corruption a été donnée par la Commission électorale nationale indépendante. Elle-même, plus d'un Congolais a eu froid au dos à la lecture de ces communiqués rendus publics hier mercredi 28 février 2024 par les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Anseya, dans lesquels elle fait état de l'argent qui circule déjà dans le milieu des députés provinciaux en vue de l'achat de leurs voix par des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de province et sénateurs. La centrale électorale brandit la menace de sévir sévèrement contre les candidats et les grands électeurs qui se livrerait à ces vilains jets. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir comment parler de la démocratie lorsque les sénateurs et gouverneurs, vice-gouverneurs sont ceux sur qui pèse une forte présomption de corruption. Analyse et commentaires sur Kiosque, voilà ces sujets qui va constituer le statut de notre émission avec nos invités. Pompon Joly, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup, merci pour l'opportunité. Je salue mes co-débatteurs. Je sais que ça sera un moment très important et une émission pédagogique pour éclairer la lanterne à nos citoyens et citoyennes. Monsieur Gandhi. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour aussi à toute l'équipe de Kiosque ainsi que de la radio CCTV et puis la radio Rallye plutôt, oui, et de la télévision CCTV. Je salue aussi, comme mon collègue, mes co-débatteurs. Salutations également aux téléspectateurs et auditeurs de cette émission. Très bien. En face des propos de Joly et M. Gandhi, Kiosque a le réel plaisir de recevoir un habitué de cette émission. Il s'agit donc d'Emmanuel Chibambe. Bonjour Emmanuel. Bonjour chers amis, bonjour également aux amis sur le plateau, mes co-débatteurs bien entendu. Je tiens également à saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Moustapha Mwanza, oui. Vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité, mon frère. Vraiment, je commence par saluer toute l'équipe qui se bat pour que cette émission soit. Nous les saluons et nous saluons aussi, et je salue aussi mes co-débatteurs sur le plateau. Ainsi, je suis en train de penser à nos frères congolais qui sont en train de se battre à l'Est, surtout les FARDC et les Ouazalioune. Nous sommes de cœur avec eux et nous saluons la diplomatie menée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous voulons que cette guerre puisse finir. Très bien. Je crois que notre décor est planté. Nous pouvons devoir commencer cette émission. Monsieur Gandhi, je commence d'abord par vous. Vous avez suivi le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante qui fustige la corruption de députés provinciaux pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Mais les observateurs notent qu'il s'agit là de la confirmation de rumeurs en circulation depuis un certain temps autour de la corruption des députés provinciaux par les compatriotes qui aspirent à administrer les 26 provinces, donc des gouverneurs des provinces de la République et de ceux-là qui vont siéger au niveau du Sénat. Vous, en tant qu'analyste, comment voyez-vous ces problèmes? La corruption, c'est un mot qui n'est pas nouveau dans les vocabulaires ou dans les pratiques au niveau de notre société. Mais le problème, c'est que là, ce n'est que le sommet de l'iceberg qui cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le vrai problème, c'est quoi? On l'a fustigé plus d'une fois. Vous avez vu pour les élections de la députation et autres, ne serait-ce que pour la députation, on est allé à plus de 23 000 candidats pour 500 postes. Pourquoi tout le monde accourt pour avoir ces postes de sénateurs, de députés et autres? C'est puisque c'est là qu'on peut se faire un bas de laine, c'est-à-dire se faire des économies, devenir même millionnaire s'il le faut. Mais si jamais on fonctionnait comme d'autres pays, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de corrupteurs et de corrompus, puisque tout le monde travaillerait comme enseignant, médecin, etc., gagnerait bien sa vie. Mais dans tout ça, à qui incombe la faute alors? À qui incombe la faute? Au gouvernant. Au gouvernant, pourquoi au gouvernant? C'est que, comment pouvez-vous comprendre qu'un pays comme le nôtre,
non seulement qui est en difficulté sur le plan financier, mais aussi un pays en guerre, que les députés touchent 21 000 $. C'est inacceptable. Quand on sait que la plupart des pays sont autour de 5 000 €, 5 000 $, même, voire même moins dans certains pays africains. Chez nous, c'est au-delà de tout entendement. 21 000 $ pour les sénateurs, 21 000 $. C'est pour ça qu'ils sont prêts à corrompre, à dépenser 50 000 $ ou 100 000 $ ou 150 000 $. Parce qu'ils savent qu'ils vont, au bout de 5 ans, même au bout d'un an, récupérer leur mise. Et le reste du temps, mettre l'argent de côté. Donc il faut réformer tout. Il faut réformer et penser. D'ailleurs, en temps de guerre, aujourd'hui, les sénateurs, les députés allaient être les premiers sur la scène à dire nous touchons tel montant, mais pour pouvoir soutenir l'effort de guerre, soutenir émis le vœu de changer ces dispositions constitutionnelles. Non seulement constitutionnelles, avant même qu'on en arrive là, il faut le faire. Ça, c'est je pense que c'est d'une importance capitale. Avant d'en arriver là, les députés devraient montrer l'exemple. Ils sont là pour nous représenter. Ils devraient participer le premier à l'effort de guerre. Donc faire en sorte, au lieu de toucher 21 000 $, dire désormais non, on touche 5 000 $. Et réviser le budget. Faire en sorte que les enseignants, les fonctionnaires, les policiers comme les militaires touchent un minimum de 500 $. En ce moment-là, on saura qu'ils sont pour le peuple. Et ils sont là pour défendre le peuple. Sinon, dans les cas contraires, comme on est en train de les fustiger, pour certains, notamment pour les sénateurs, de vouloir corrompre les députés provinciaux, c'est des bonnes guerres. Et puis les députés provinciaux, ils sont là aussi pour le peuple. Ils ne sont pas là pour se faire un bas de laine, comme je l'ai dit, important, c'est-à-dire avoir de l'argent plein de leur poche. Vous savez, les 21 000 $ pour qu'un enseignant qui touche 150 $, pour avoir 21 000 $, combien de mois il lui faut de travailler? 144 mois. Ça correspond à combien d'années? Plus de 10 ans. Et avec ça, ils arrivent à bien dormir. Mais c'est comme dit, mais pourquoi tirer à bouler haut sur... Je ne tire pas, on est dans les médias, hein, vous l'avez appris à l'école. Les faits sont sacrés, les commentaires libres. Mais les faits sont là, ils sont têtus. Chacun peut commenter à sa manière. Très bien. Monsieur Pompon Joly, je reviens à vous. Rappelons que les scrutins sont fixés au 31 mars pour les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces et au 7 avril pour les sénateurs. Les sénateurs, les 31, les gouverneurs, les 7. Ouais. En fait, c'est la commission, la CENI qui a donné ces dates, mais à en croire certains chiffres, les députés provinciaux auraient monté des enchères au point même de monnayer jusqu'à 50 000, 30 000 $ américains en vue d'avoir un candidat qui peut-être serait élu par eux. Mais vous, en tant qu'analyste politique, faudra-t-il admettre aujourd'hui que la République démocratique du Congo aura l'un de ces 4 matins des sénateurs qui sont là à cause d'une quelconque corruption? Vous savez, on dit la plus belle femme donne que celle qu'elle a. Voilà, Einstein a dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est ça le Congo. Depuis que ce gouvernement ou le chef de l'État a bénéficié de notre confiance, la première des choses qu'il a eu à décrier, c'était la corruption du gouverneur. Si vous vous rappelez, il a même arrêté à un moment donné le fonctionnement de cette chambre-là. Alors, aujourd'hui, la même chose se répète. La même chose se répète aujourd'hui. D'ailleurs, vous parlez de 50 000 $. Moi, selon mes informations, j'en connais une personne à qui il promet aux députés provinciaux de leur donner une Jeep et 100 000 $ pour le poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous voyez déjà? Donc 100 000 $ et une Jeep. Déjà, quand tu réussis un poste, tu bénéficies plutôt d'un poste dont toi-même tu sais que tu l'as obtenu par voie de corruption. La première des choses, les premières années, c'est d'abord de récupérer l'argent perdu. Alors que le rôle du gouverneur, ce n'est pas ça, récupérer l'argent perdu. Le gouverneur est là pour travailler pour le compte d'un peuple, dans une province. Donc voilà un peu.
Mais là où le bas blesse, c'est du fait que il semble que des candidats, gouverneurs, vice-gouverneurs de province, voire même des sénateurs, seraient prêts à casquer gros pour arracher le JT mandat qu'il convient. Je vous ai parlé, c'est des systèmes. C'est les systèmes. Vous savez pourquoi les gens se précipitent à être des députés provinciaux? Ils savent que déjà la première semaine ou le premier mois, que nous allons se vendre aux enchères. Parce qu'il y aura les élections au second tour des sénateurs d'abord. Et pour avoir la voix, pour être sénateur, il faut au moins 4 députés. Déjà, des sénateurs, des candidats, et des personnes qui sont candidatées à ce niveau, ils proposent eux-mêmes aux députés provinciaux 50 000 $, d'autres 45 000 $, ainsi de suite. Alors pour le gouverneur, c'est 100 000 et puis une Jeep neuve, TXL. Donc voilà déjà là où les bas blessent. Pendant que vous cherchez à développer ces pays, mais la part des gâteaux est réservée à une classe. C'est pour cela, lorsque nous allions pour négocier, pour chercher la paix, c'est ça les talons d'Achille. Nous sommes bloqués à cause de ça. Parce que la gestion d'une république, il faut voir à des paramètres. Il y a les paradigmes internes et externes. Lorsque déjà sur le plan interne, il y a des frustrations, vous ne respectez pas les partages équitables comme dit la Constitution par rapport à nos richesses, ça crée toujours des problèmes, même si vous êtes là avec des beaux discours, rien ne va changer, d'autant plus que la population ne bénéficie de rien de votre gestion. Parce que la meilleure loi plutôt, c'est le bien-être. Et le bien-être passe par de bonnes lois et l'applicabilité ainsi que le partage équitable des richesses du pays. Parce que la République, c'est un bien de tout le monde, ce n'est pas un bien d'un groupe. On ne peut pas parler d'une République sans une représentation nationale. Et un groupe de gens qui vient pour maîtriser d'autres, c'est comme le prolétariat et la classe moyenne. La classe moyenne, ça se continue jusqu'à aujourd'hui au Congo. Vous voyez? Depuis le mois de novembre jusqu'au mois de mars, plutôt février aujourd'hui, les pays stagnaient. Est-ce que vous comprenez que les pays ne marchent plus? Parce que déjà la Constitution ne nous donne pas la possibilité de faire fonctionner l'État. Il y a un vide juridique qui ne dit pas, qui ne dit pas son nom, merci. Vous voyez? Alors, il fallait déjà aujourd'hui commencer à penser avec nos deux chambres comment y remédier par rapport à cette crise-là. Parce que déjà le Congo a été identifié, la crise c'est une crise institutionnelle depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Alors comment les laguer? C'est ça des vraies questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas en monnayant des postes, parce que lorsque tu viens avec 100 000 $, je suis député aujourd'hui et plutôt sénateur aujourd'hui, je serai redevable par rapport à la personne qui m'a corrompu, non au peuple. Or, les députés et au même moment un représentant, et puis ils votent les lois pour faire booster le développement d'un pays. Mais est-ce que quelqu'un qui corrompt, c'est pour cela moi je dis, on aura besoin de lois cette fois-ci qui riment avec nos réalités socio-culturelles. Par exemple, vous voyez la guerre de l'Est, c'est bien bon. Mais le détournement qui se passe dans notre pays, c'est plus que la guerre. Ces sommes-là pouvaient construire des hôpitaux, pouvaient construire des routes comme aujourd'hui à Kinshasa. Il n'y a aucune route à caractère provincial. Il n'y a aucune route à caractère provincial. Toutes les routes sont au Lambeau. Vous voyez? Donc il faut vraiment penser comment remédier, comment surpasser ces crises pour que le Congo demain puisse reprendre sa place des revolvers en Afrique. Très bien. Emmanuel Chibambe, ce qui se passe dans les coulisses des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, voire même l'élection des sénateurs, suscite aujourd'hui une vive indignation dans le milieu des électeurs congolais qui se sentaient, je dirais même, trahis par les hommes et les femmes qu'ils avaient élus comme députés provinciaux le 20 décembre 2024, au lieu de voter pour le gouvernorat des provinces et la Chambre haute du Parlement, des compatriotes qui remplissent des critères d'honorabilité, là je fais allusion aux députés provinciaux et des compétents des grands électeurs, ont choisi plutôt les tristes challenges de la vente de leur voix au plus offrant. Vous, en tant qu'analyste politique, comment interprétez-vous ces problèmes? Oui, Eddy, merci beaucoup. Je ne saurais débuter ou soit répondre à votre question sans pour autant que je fasse cet appel. En venant d'ici, je m'étais dit, vraiment, je ne serai jamais sans mots. J'ai vécu une triste histoire, un triste événement hier, aux environs des 13 heures,
vers le rond-point Sosimat, là vers le saut du mouton. Oui. Donc, d'abord, je commencerai par saluer la décision du général Blaise Kilimbalima. Moi, je vois même dans les médias sociaux, les gens l'accablent outre mesure, mais ça ne dépend que de moi. Moi, je pense que la décision qu'avait prise l'autorité de la police, le général Blaise, moi, ça n'engage que moi. Je pense qu'elle est salutaire. On n'a pas défendu nos amis Wewa de pouvoir circuler, mais seulement on a proscrit que les motos ne puissent pas prendre possession dans la ville, dans la commune d'Agombi. Ça, il faut que les gens fassent vraiment cette différence-là. Mais hier, oui, j'ai vu des policiers, moi, Emmanuel, j'ai vu des policiers arracher une moto chez un particulier, chose que je salue, par rapport à la décision qui avait été prise par la police. Ça, je salue. Oui. Mais ce que je déplore, la pratique, vous savez, même dans un troupeau de loups, il ne manque jamais des loups solitaires. Donc, il y a je n'accable pas la police, mais ici je parle français, il y a quelques éléments de la police qui commencent à mal exécuter les consignes du général Blaise Kilimbalima. J'ai vécu, et c'est triste et ça fait mal, j'ai vu des policiers arrachant la moto à un particulier et on fait asseoir un monsieur, j'estime, un responsable, par terre, et on arbore la moto sur le torse du propriétaire. Ça, c'est inacceptable. Mon général, vous faites un bon travail, mais parmi vos troupes, il y a des brebis galeuses. Moi, je pense qu'il faut encore enfoncer les clous, parce que ça, c'est une forme de torture. Et nous posons au pouvoir. Emmanuel Chibal. Non, moi, je suis de l'UDP, s'il vous plaît. Chez nous, nous prenions pour la démocratie et le progrès social. Oui. Dans un pays démocratique, ce genre d'événements ne peut pas se passer. Sincèrement, j'étais dans tous mes états hier, mais tellement je ne suis pas... ma voix ne peut pas prendre le pas sur... En tout cas, je ne savais pas. Je savais que je serais ici aujourd'hui, oui, et que j'ai dénoncé. Moi, je pense que j'ai fait ma part. J'ai dénoncé. Mon général, il faut faire le suivi par rapport à vos... Répondez maintenant à la question. Aux éléments que vous avez déployés sur la ville pour empêcher l'accession dans la ville de Gomé de toutes les motos. Donc, vraiment, je pense que là, je suis soulagé. Je pense que le message est passé. Et connaissant le général Blaise, il va prendre des décisions idoines. Alors, pour revenir à votre question, cher ami, vous savez, nous avons été mal habitués. Moi, ça fait mal. Je pense que c'est l'un des secteurs qui, jusque-là, claudique un tout peu, qui ne prend vraiment pas encore de l'envol. Parce que, souvenez-vous, à chaque fois, même dans toutes les sorties médiatiques du chef de l'État, il parle toujours de la justice. Vous voyez, si vraiment notre justice, je ne suis pas en train de l'accabler, mais si notre justice fonctionnait comme il fallait par rapport aux souhaits du chef de l'État, je pense que nous n'en serons pas jusqu'à ce point-là. On a habitué aux honorables, voilà, il faut forcément qu'il y ait des paquets pour faire sortir un gouverneur, un sénateur, chose qui est totalement aberrante parce que nous le savons tous, ce sont des grands électeurs des députés provinciaux. Oui. Déjà, étant en tant que tel, on ne peut pas se fourvoyer à pouvoir être stipendié par une somme de 50. Moi, je pense que ça perd même le postulat de l'honorabilité qu'il porte, là, ça perd même son sens. Ça perd même son sens. C'est pourquoi je dis que notre justice est en train de boiter un tout peu. Il doit encore enfoncer les clous. Je vais vous faire une anecdote. Il y a 3 jours passés, j'étais chez moi à la maison, aux environs des 17h. Je reçois un coup de fil, un numéro anonyme. Le monsieur me connaissant, parce qu'il m'appelle par mon prénom et nom. Oui. Il me connaissant, il m'a dit, monsieur Emmanuel, ça je le dis. Pour vous dire que c'est pour paraphraser le communiqué de la CENI, pour vraiment donner ça le sens. Et le numéro m'appelle pour me demander, monsieur Emmanuel, vous êtes de l'UDPS, moi je suis candidat sénateur, mais je cherche mes potentiels électeurs. Est-ce que vous n'avez pas d'acquaintance avec quelques amis et députés provinciaux? Vous savez, j'ai manqué des mots. J'ai donné rendez-vous à ce monsieur qu'on devait se voir hier. Et vous savez ce que moi j'ai fait? Je me suis dit, si je les rencontre, je vais alerter la police. Ça, c'est une forme de corruption. Oui. Heureusement, j'ai fait un effort. Il me pousse de venir chez lui au bureau, mais j'ai fait un effort de le faire déplacer, qu'il vienne où moi j'étais. Parce que j'avais même alerté déjà la police. Au cas où je les rencontrais, je dirais, voilà, ce monsieur qui est en train d'entraîner déjà la corruption. Donc c'est une pratique qui est normale. J'ai été saisi et ça fait très mal. Moi je pense que la justice
doit se saisir de ce genre de dossiers. La justice doit déjà placer ces éléments, ces agents sur la toile pour traquer ces genres de personnes qui ternissent l'image de la justice. Ça donnera quelle impression? Non, mais il y a aussi la probité, le manque de probité de ces gens-là. Certes, la justice, mais aussi ces gens-là qui veulent prétendre aspirer à des titres à des fonctions importants. À des fonctions. Il n'y a pas de probité, ces gens-là ne devraient même pas être de candidats. Justement, la justice doit décourager ces gens de personnes qui manquent de probité morale. C'est pourquoi je dis, il aurait fallu que, en ce moment ici, des gens soient déjà déployés sur le terrain, parce qu'on sait que c'est la période qui encourage ce genre de pratique. La justice se serait déjà saisie en amont pour décourager ces genres de pratiques. Alors, ça fait très mal, mais moi je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que les autorités judiciaires qui me suivent en ce moment peuvent encore changer le fusil d'épaule pour traquer jusqu'à leur donner retranchement. Vous avez évoqué, vous avez donné l'exemple du président de la République qui déplore cet état des choses. Vous ne voyez pas que c'est triste? Tristesse parce que la compréhension globale que le président de la République a pour que cette question soit réellement cet apanage qu'il doit résoudre n'est pas le même, parce que d'aucuns comme nous qualifient aujourd'hui la République comme un terrain d'expérience ou d'intelligence mise au service de la population. Mais vous ne voyez pas qu'avec cette pratique, la République est devenue un terrain d'expérimentation, ce qui est convenu d'appeler une sorte de démocrature, dictature, totalitarisme, voire même. Non, Eddy Kabea, vous savez, il vaut mieux se tromper avant, puis corriger. Hein, c'est ça. Oui. La vie, c'est une évolution par essai-erreur. Moi, je pense que même si nous déplorons tous, il y a assez de temps que la justice puisse se ressaisir. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je crois fermement avec la décision du chef de l'État que les choses vont vraiment être boostées et les choses vont vraiment changer par rapport à la situation que nous décrivons à la justice. Donc, il est grand temps que les autorités judiciaires, ici, je lance vraiment l'appel au président Kamuleta, je crois que c'est lui le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est ça, hein, de la magistrature, Kamuleta, et puis tous les autres, ils sont nombreux, hein, je ne saurais même pas citer leur nom, de pouvoir vraiment peaufiner, à pouvoir chercher là où ça ne marche pas, que les choses puissent marcher. Je ne dis pas que la justice elle est totalement morose, mais aussi dans notre secteur, on voit, même si c'est minime, bon, on ne sait pas vraiment voir dans son entièreté, parce qu'il y a des cas qui nécessitent d'être vraiment traités rapidement. La justice est en train d'hésiter, tout ça, c'est pouvoir. Les gens sont en train d'accabler davantage la justice. Donc, pour chuter, il y a grand temps, il est grand temps que les autorités judiciaires prennent vraiment cette question en bras le corps pour que nous arrivions à éradiquer définitivement ce genre de fléau qui décourage la société. Moustapha Mwanza, vous avez suivi l'argumentation des uns et des autres. Mais faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'absence des volontés politiques largement partagées contre la corruption, la vedette prise par le problème des volaires à l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 20 janvier 2024, avec la prière du pasteur Roland Gallo, marque aujourd'hui l'ampleur plutôt de la crise morale de la société congolaise. Votre analyse? Mon cher Eddy, nous devons quand même attaquer cette histoire à la base. Je crois que nous sommes en train de condamner ici ce que nous sommes en train de constater. Je sais que nous n'avons jamais été d'accord avec notre constitution et il faut revoir beaucoup de choses. Et en plus, moi j'appelle ça toujours une malhonnêteté vraiment intellectuelle. S'il faut y aller, je crois que les députés provinciaux sont élus sur une liste. Et cette liste-là a été présentée par un parti politique. Et c'est le parti politique qui doit jouer maintenant à la morale. Il faut se poser la question, est-ce que tous ceux que nous acceptons comme parti politique forment réellement leurs membres à l'idéologie? Parce que si nous partons d'abord, les élections des grands électeurs, ce sont des élections qui doivent prouver de l'éthique. S'il faut parler de là, ce qui signifie, c'est les partis politiques d'abord qui doivent avoir ce qu'on appelle préparer l'éthique de ces candidats. Nous sommes allés, ils étaient retenus sur leur liste, députés provinciaux. Est-ce qu'on était-ils retenus par corruption sur les listes de leurs partis politiques? Là, on ne sait pas encore là. Oui. Parce qu'il faut attaquer l'histoire par la base. Parce que s'il faut trahir ton parti, moi je prends l'exemple tel que mon parti IDPS. Ça m'a fait mal en 2018
nous avons manqué des sénateurs. Oui. Mais lorsque les Toujours combattants... à cause de la corruption. Mais je vous dis, les combattants se sont réveillés le matin, pendant la pluie, sont allés voter les députés provinciaux, qui sont les nôtres. Mais on arrive au Sénat, on a été humilié lors des élections, on n'a pas eu aucun candidat. C'est vraiment ce qu'on appelle une malhonnêteté intellectuelle. C'est la manque d'éthique. Mais nous devons nous y préparer parce que la chose doit être attaquée surtout à la base. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est peut-être le résultat d'un mauvais départ. Notre constitution doit être revue, comme le président de la République a mis les souhaits. Nous devons revoir beaucoup de choses. Et surtout, même la prolifération des partis politiques ici, c'est quelque chose que nous devons s'y revoir. Parce que nous trouvons qu'aujourd'hui, nous avons des mallettes qui ne sont pas des partis politiques, qui nous amènent des gens qui vont vraiment salir l'image de la République. Nous avons nos candidats qui sont allés. Moi, j'appelle seulement les députés provinciaux à la conscience. Je peux dire tel que à Chikapa, où nous avons notre candidat, Trispe Mukendi, qui est en train de descendre aujourd'hui à Chikapa. Il est candidat gouverneur. Nous avons nos députés provinciaux qui sont là. Nous les appelons à la conscience. Ils doivent faire un bon travail. Ils doivent honorer les partis. Oui. Parce qu'avoir les députés provinciaux, et on retrouve réellement que les jours des élections, nos députés-là n'ont pas voté notre candidat. Ça prouve réellement que ces députés-là ont été corrompus et ils ont monnayé leur voix. Ils ont déçu l'idéologie du parti. Ils ont trahi les partis. Et de telles personnalités, il faut même les retirer. Mais lui, n'a pas réagi en ce moment-là. Non, mais je vous ai dit, la loi ne favorise pas les partis politiques. Parce que si l'IDPS retire sa confiance aux députés, les députés restent un électron libre. Mais ils l'ont été. Non, par contre, il faudrait que la loi puisse faciliter aux partis politiques d'avoir la même mise sur ses élus. Ce qui signifie, lorsque tu ne restes pas dans l'éthique du parti, on doit te retirer la confiance. Et lorsqu'on te retire la confiance, tu perds le mandat, ton suppléant te remplace. Vous voyez à ce niveau-là. Si c'est pour ça que je vous ai dit, tout est parti du mauvais départ. Très bien. Vous savez que l'IDPS, nous sommes habitués. On a rejeté en 2011 41 députés. Et nous les avons perdus parce qu'ils n'ont pas respecté le mot d'ordre. Et vous comprenez ça. C'est-à-dire, le vide est déjà parti de la base. Et la base doit être restructurée. C'est là où nous sommes en train de chercher la conscience. Mes chers députés provinciaux, vous êtes élus sur la liste. Oui. Vous formez les groupes que vous formez peut-être l'Union Sacrée ou de l'autre côté, respectez l'intention de ceux à qui on vous donne. Parce que vous avez la responsabilité d'amener les gens qui doivent travailler pour la vision du président de la République et lui faciliter les tâches. Il ne faut pas trahir la République. Les villes et les provinces de Kinshasa ont souffert pendant beaucoup de temps et il faudrait revoir ces mécanismes-là. Ça, c'est l'appel de Moustapha Mwanza aux députés provinciaux. Je crois que votre appel sera entendu. John Kabessa, vous venez de nous rejoindre tantôt. Nous parlons aujourd'hui sur Kiosque de la corruption dont a fait montre la Commission électorale nationale indépendante qui a fustigé le fait que les espèces sonnantes et trébuchantes circulent déjà en ce qui concerne l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs, mais aussi des sénateurs. Mais du coup, la clameur publique s'est remis à réclamer la suppression des élections au second degré, actuellement vendues aux enchères au profit des suffrages directs, comme c'est le cas pour le président de la République, les députés nationaux et les députés provinciaux et même, c'est croit-on l'unique remède pour lutter contre cette virus de la corruption. Virus de la corruption, merci beaucoup Edi Kabea. Comme nous parlons exactement de ces faits, récemment je parlais de la justice, bien sûr, c'est aussi l'occasion de dire, on a beaucoup attendu de la promesse du chef de l'État avec le vœu qui a été exprimé lors du briefing presse fait avec Patrick Mouyaya. On attendait exactement voir la matérialisation par rapport au traitement rapide, mais aussi à la libération, à la mise, on appelle mise à libération exactement conditionnelle ou provisoire de notre confrère Stani Boujakira. Malheureusement, ce qui s'est passé hier, je pense au moins tous les avertis du droit et même le journaliste, nous devons nous inquiéter, nous interroger. Est-ce que vraiment le magistrat suprême
a encore l'emprise ou également le contrôle de ce qui se passe, ou en termes exactement des libertés, comme on dit, l'administration de la justice devait être libre. Est-ce qu'il y a synergie, oui ou non, par rapport à ce qu'on devait attendre? Oui, on doit parler exactement de la corruption. Récemment, je parlais ici du mal zaïrois qui s'est transformé en mal congolais. Aujourd'hui, nous le vivons clairement. J'analyse la situation clairement, je dis, c'est un problème qui est bien parti du mauvais casting, d'abord de 1. Quand on désigne une fois de plus un candidat, ou soit un député provincial, c'est une personne d'abord qui a pu exceller ou à qui on connaît des valeurs, qui pouvait vous porter exactement ce qui est là pour être candidat. Oui. Vous n'avez qu'à voir, pour ne pas rejoindre peut-être mon co-débatteur à droite ici. Est-ce qu'on avait classé, on a fait des listes sur base du profil qui mérite, sur base des programmes, ou sur base parce que tel avait fait 10 ans au parti, ou tel également a des acquaintances avec AK-47, ou Bahati Lukwebo, ou Jean-Pierre Bemba, ainsi de suite. C'est là où se posent des problèmes. Quand les premiers se sont mal posés, vous n'avez qu'à voir les conclusions. Oui. C'est-à-dire, on a eu un mauvais casting, avec des mauvaises listes, avec de mauvais députés, ça nous donne des mauvaises assemblées également provinciales. C'est le régime que moi j'appelle le régime des repas. Vous connaissez le régime des repas? Les repas, c'est-à-dire le régime électoral politique alimentaire. C'est-à-dire les sapunda, punda alesayo. Donc c'est-à-dire, dès que vous avez un groupe de députés, vous avez la facilité au moins de vous emborber. On a vu, j'ai vu hier la liste exactement de certains partis politiques, c'est non seulement étonnant, mais aussi c'est regrettable. Mais John Kabessa, les sapunda, punda alesayo, vous ne trouvez pas que c'est quand même triste, hein? Parce que toute chose de nature à perturber l'ordre public et en feu les lits. Je ne vois pas que cela nous Je l'ai dit exactement. Est-ce que nous évaluons d'abord notre système électoral? Nous évaluons également le parcours. Je vous donne un cas précis. L'OSPC, qui est l'Organisation de la Société Civile pour la Paix au Congo, avait la plus grande mission d'observation qui a eu au moins supervisé les élections. Et l'OSPC, avant même la publication des listes, avait saisi des dossiers d'irrégularité sur l'ensemble du territoire national. Donc, il y a eu des personnalités qui ont été citées dans des cas également de malversations ou des cas de corruption, de bourrage d'urnes, depuis déjà les élections à la fois provinciales, mais aussi nationales. Vous savez ce qui s'est passé? Après avoir transmis cette liste à la CENI et aussi à la Cour constitutionnelle, nous étions tous étonnés de voir exactement les personnes citées, de ne pas être déclassés ou indexés sur ces. On a trouvé d'autres innocents pour dire qu'il se pose un problème au niveau d'abord, non seulement de la vérification de ce que nous voulons, mais aussi l'intégrité même du système électoral et même de la poursuite. Donc la CENI elle-même est complice. La CENI a aussi une part de responsabilité, parce que si, quand Kadima serrait les taux, on a senti les choses bouger. Mais on sent mener un relâchement après également les élections présidentielles. De 2006 à 2023, ça fait 18 ans. Vous n'avez qu'à voir la qualité de ce que nous avons en termes de constitution de nos assemblées, en termes de contrôle d'abord de l'action publique ou également des services publics, et en termes de production législative. Est-ce que nous montons ou nous régressons? C'est carrément, vous devez voir. Pourquoi pas à la prochaine proposer un système également de renouvellement de ce qu'on appelle un mi-mandat? Ça, c'est une proposition. Dès qu'on élit exactement Emmanuel Chibambe, on trouve que ça ne va pas. Après 2 ans, si ça ne va pas, une fois de plus, il ne produit rien, on doit insérer également cette incise. Sinon, nous allons avoir des assemblées très médiocres, des sénats qui suppose être la chambre, permettez-moi, la chambre des sages. En fait, pour les contrôles, je dirais parlementaires, vous oubliez aussi ces systèmes de mots d'ordre où on ne peut pas destituer un ministre de la majorité. C'est ainsi, je dis ceci, en fait. Une fois de plus, le Sénat, c'est la chambre des sages. Mais je ne pense pas, la personne qui a eu déjà des problèmes dans son parcours, un problème de probité morale, ainsi de suite et tout, comment il peut aider la nation sur ces. C'est de là, j'ai dit la fois passée, nous devons faire le choix. Soit nous restons dans l'éthique politique, c'est-à-dire ce système-là de corruption, où les politiciens cherchent des postes à tous les moyens possibles, ou aller exactement dans la politique, dans l'éthique politique, pour une fois de plus voir comment la politique éthique pourrait le faire. Donc voilà un peu la vie qu'on pouvait également donner pour cette nuit. Mais ce qu'on dit, je reviens à vous. Aujourd'hui, on ne sait plus mettre fin au cycle infernal de la corruption
de détournement lorsque la Constitution elle-même ne permet pas de normaliser la vie politique, la vie publique plutôt par inefficacité des animateurs ou par incompatibilité des normes. Il faut, vous ne voyez pas, trouver une solution immédiate pour sauver le pays. Le pays, pour le sauver, il faut qu'il existe. Disons, le pays comme tel, je ne le remets pas encore, le pays existe. Ce qui n'existe pas, Oui. ou de manière régulière, qui pose problème, c'est l'État. On est face à un État factice, qui a les paramètres d'un État sur le plan de droit, mais sur le plan de la science politique, l'État au Congo n'existe pas. Il n'existe pas. Il faut commencer par recréer l'État. Et cet État, on ne peut le recréer que par l'administration. Quelle administration? Une administration qui soit efficace. Parce que si l'administration était efficace, c'est que nous vivons aujourd'hui par le fait qu'il y a des interprétations contradictoires de la Constitution, notamment par le fait que nous avons des ministres qui ont été élus députés, au lieu d'être au Parlement, ils ont leur mandat du Et Parlement. qui doit impulser cette dynamique? Mais c'est aussi vous, la presse, c'est nous la presse, c'est nous les médias, les analystes, etc. On doit contribuer à ce qu'on édifie une autre constitution, non seulement une autre constitution. Aujourd'hui, s'il faut parler au plus pressé, puisque ce n'est pas le fait que les partis politiques aient choisi des bons représentants au niveau de législative, provinciale ou au niveau national, etc. Mais c'est aussi, puisque quand on a mis un appât là, Oui. mais la souris vient ou un autre animal qui est attiré par cet appât-là. Aujourd'hui, il faut réduire les trains de vie de nos institutions, à commencer par le Parlement, que ce soit les assemblées provinciales, que ce Ça a soit... toujours été le cas. Non, Donc, il faut pas continuer à parler, il faut agir. Puisque demain... Pensez-vous la solution pour remédier à ça? Il faut... Si demain les députés sont rémunérés à 1500 $ ou à 2000 $, tout le monde ne viendra pas s'embarquer pour perdre son temps là-bas. Si c'est réduit à 1500 comme aujourd'hui au niveau de Botswana, ils sont à 1800. Alors qu'un enseignant au Botswana est à 1300 $. Si on arrive à cette situation-là, Oui. il y aura déjà, je ne dis pas qu'on va supprimer tout ce fonctionnement-là, on va réduire le mal. Il faut commencer par réduire le mal avant. Quand vous arrivez voir le médecin, vous êtes malade, le temps qu'il puisse trouver la maladie, etc., ils vont vous injecter certains médicaments pour réduire la douleur, le temps de trouver la maladie et de pouvoir l'extraire complètement. Dans l'immédiat, là, il ne fallait pas que ce soit nous qui parlions de ce problème d'argent au niveau de nos parlements. C'était à eux-mêmes, les députés, dire le pays est en difficulté à l'Est. Il faut mettre des moyens. Nous-mêmes, au lieu que l'État dépense autant de sous pour nous, mieux vaut réduire notre train de vie, avoir des émoluments, dans un premier temps, de 5 000 $, pour pouvoir favoriser à ce qu'on finance la guerre à l'Est, pour pouvoir financer les enseignants, les policiers, les militaires, etc. Oui. S'ils ne le font pas, ils ne sont pas là pour le peuple, ils sont en porte-à-faux, non seulement avec le peuple, en porte-à-faux aussi avec la Constitution, certaines dispositions de la Constitution, même par rapport à l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, progrès social. Où est le progrès social? Il y a le progrès des gens qui sont au pouvoir, les ministres à 40, 50 000 $, les députés à 21 000 $, ils veulent même passer à... Non, le peuple. Donc moi je dis que le combat de cette année, ou du moins de cette législature, l'UDPS doit montrer ses dents, ses crocs. Il ne faut pas laisser faire les choses n'importe comment. Il faudra commencer par là. Le progrès social passe par un équilibre au niveau de la société. Équilibre au niveau salarial, oui. Équilibre au niveau, devant la justice, etc. Moi, je compte beaucoup sur l'UDPS, puisque c'est le seul rempart qui reste pour pouvoir aider le pays et le gouvernement à pouvoir regarder vers le peuple, pour le peuple. Il faut sortir de cette idéologie, prenez-vous en charge. C'est négatif. Oui. Moi, je ne suis pas pour ces slogans-là. Il faut que l'État démontre qu'il peut protéger son peuple. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Ça, c'est dit par l'essence quand même. Je ne vous le fais pas dire. C'est ça un peu, moi, je peux dire. Oui. Mais c'est Pompon Joli, je reviens à vous. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que les goûts succulents de la fraude et de l'enrichissement illicite affectent aujourd'hui
le mécanisme constitutionnel de la conquête du pouvoir politique d'un allié aujourd'hui à des faux représentants. Parce qu'il y a un entendement dans les chefs de certains analystes qui pensent que lorsque un sénateur, prenons le cas d'un sénateur qui est élu sur base de la corruption, c'est un faux représentant. Votre analyse? Bien sûr que oui, c'est un faux représentant. Moi d'ailleurs je propose à notre Assemblée nationale de faire voter dans l'appareil, dans l'architecture de nos lois, une loi sur l'imprescriptible. Donc toutes personnes qu'on leur surprenne avec la main dans les sacs, que cette sanction soit imprescriptible. Vous savez, lorsqu'on détourne l'argent du contribuable, c'est pur que la guerre de l'Est. Parce que la vie d'une société est définie dans une constitution. C'est pour cela qu'on dit la meilleure session de l'Assemblée nationale, c'est celle de septembre, session budgétaire. Ouais. Parce que tous nos déshydratats, tous nos besoins, c'est dans ces documents-là que nous appelons OFIP. C'est une loi d'ailleurs. Alors, lorsqu'on dit un état de droit, ça veut dire que tout le monde se réfère aux lois. Parce que, vous savez, la procédure que subit une loi, un projet, tout comme une proposition, il y a des étapes. Il y a au moins 9 étapes. Vous venez vous déposer au bureau, le bureau envoie au bureau d'études pour avis et considération, les bureaux retournent ça, les bureaux d'études retournent ça, donc ainsi de suite, jusqu'à ce que la loi ou le projet vient au niveau de la plénière pour être débattu. Et la plénière, l'Assemblée nationale a des vocations. Sa première vocation, c'est les débats. Les débats, c'est pour éclairer la lanterne, c'est la quintessence de la loi. Et puis, les speakers utilisent les marteaux juste pour l'arbitraire. On a besoin de ce genre de loi. Parce que la loi, en réalité, c'est quoi? C'est une expression. Ça dit c'est un besoin. On prend les besoins, on transforme ça en un document ou un article, où cet article-là a l'ascendance sur un peu. Vous voyez? Et puis, dans notre pays, vous parlez des députés, plutôt des sénateurs. Ce n'est pas le premier Sénat qu'on a connu. Hein? Oui. La 4e République, c'est la 4e ou 3e? La 3e République? La 3e République? 4e législature. Je crois la première législature de 2006, on a connu le Sénat de Kengo Adondo, n'est-ce pas? Savez-vous que Bemba était sénateur? Oui. Il a passé ses 10 ans à la Haye. Tout en état sénateur. Kabila a tenté d'influencer le président du Sénat de cette époque, de lever les immunités de Bemba. Il a dit non. Nous sommes un pouvoir. On ne peut jamais recevoir des injonctions. Qu'est-ce qu'il a fait? On a essayé d'interroger les règlements intérieurs du Sénat, les règlements émués. Vous voyez? Kengo a passé 10 ans à la Haye. Il bénéficie. Bemba. Oui. J'ai parlé de Bemba. Oui. Pendant qu'il était à la Haye, son siège était gardé. Le même Sénat. Nous sommes en 2015, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Parce que moi, j'étais habitué. Ma maman, chaque fois qu'il y avait une marche des mains, elle m'appelait pour m'interdire. Heureusement, je tenais les téléphones. Parce que moi, on marchait avec l'IDPS et j'ai failli mourir, laisser ma peau à 2 reprises. Nous sommes en 2015, on a fait 5 jours, si j'ai une bonne mémoire, sur les routes des villes de Kinshasa, pour réclamer le retrait d'un projet sur l'ONIP. C'était un projet qui voulait nous prendre encore 3 ans. Or, 3 ans, c'est presque un mandat. Oui. Et qui a dit non à ces projets-là? C'était le Sénat. Oui, oui. Il y a une plénière publique devant tout le monde. On était tous devant les écrans pour attendre la sanction de ce Sénat. Et qui m'a utilisé une phrase, vraiment aujourd'hui, ça reste dans les annales. Nous allons écouter Larry. Et Larry, c'est l'article 5. Oui. Le peuple et les boss, le souverain primaire. Tout pouvoir émane du peuple. Mais aujourd'hui, les sénateurs, après les Sénats de 10 ans, les pouvoirs, ce n'est pas maintenant les pouvoirs du peuple, c'est le pouvoir des dollars, des 10 $, 100 $, ainsi de suite. Donc, ils seront redevables vis-à-vis de cet argent-là. Ils ne seront pas redevables vis-à-vis de nous. Or, la gestion de la res publique relève, ce n'est pas un secret. Lorsque vous gérez les choses publiques de l'État, vous devez faire rapport aux boss. Et les boss, c'est les peuples. Parce que les peuples jouent des rôles. Les peuples donnent au pays, je suis par là, oui. Les peuples donnent au pays leurs institutions, les animateurs plutôt, oui. Et les moyens de la politique via les impôts et taxes. Vous voyez? Alors, si déjà, au début, vous commencez par corrompre les grands électeurs
pour avoir un siège au niveau du Sénat, Oui. ça pose un problème. Ça sérieux pose problème. vraiment un sérieux problème. Il ne faut même pas y espérer les quinquennats. Moi, j'ai voté pour Fatih. Je quittais chez moi à 5 heures. Je suis retourné à 1h30 avec mon argent, sans pour autant bénéficier même un iota de Fatih, parce que je croyais en lui. Et le débit est sombre. Il doit se rebiffer le plus tôt possible. Très bien. Emmanuel Chibambe, lorsque le pouvoir public ou politique est sérieux, c'est-à-dire il exerce pour et avec le peuple, là c'est votre slogan, le peuple d'abord, vous ne voyez pas que la complicité de ces peuples dans la destruction de son propre bonheur disparaît, d'autant plus que les sérieux du pouvoir éliminent aussi cette double vitesse du bonheur social, celle des politiciens, de leur famille pour dominer, et celle du peuple pour gouverner. Votre analyse? Bon, moi je ne comprends pas ce langage-là, vous me le traduirez peut-être en français facile, mais je reprends quand même tel que j'ai compris. Bon, écoutez, je voudrais rapidement dire à mon ami John Kabessa, Oui. vous savez, le chef de l'État, lors du briefing dernier, il n'avait pas dit qu'il donnerait des injonctions que notre ami Stani soit libéré. Il n'a pas dit ça. D'abord, je commence par saluer Stani. On ne se connaît pas, moi je le connais en tant que journaliste, mais on n'a pas de relation interpersonnelle. Je commence d'abord par le saluer où il est. Je pense qu'il va recouvrer sa liberté très prochainement, à moins qu'il soit innocent. Je salue dans l'occasion, je salue également tous les députés, tous les prisonniers politiques. Le chef n'a jamais dit qu'il donnerait les injonctions, va intimer l'ordre à l'appareil judiciaire que Stani sorte, comme vous avez. Bon, vous l'avez pas dit, vous n'avez pas dit ça, mais vous avez déploré du fait que le chef de l'État avait dit et que vous, j'ai compris, c'est même dans, c'est presque. Le procès n'a pas été examiné vraiment dans le. Or, le chef de l'État avait dit ceci, que de demain, lui-même aussi, il va s'imprégner de la situation. Donc, il va s'imprégner autant que moi. S'il s'imprègne, qu'il trouve que la procédure, j'ai dit si, il ne faut pas aussi me prêter des intentions. Oui. S'il trouve que la procédure, elle va bon train. Nous allons suivre tous la procédure, parce qu'on ne va pas enfreindre la loi, on ne va pas donner des injonctions. Donc, souffrez d'abord que... Vous ne voudrez pas que cela remet sur la sellette la question sur la non-indépendance de la justice? Non, mais justement, ça veut dire que si aujourd'hui le chef de l'État s'immisce dans les affaires de la justice, donc ça veut dire qu'il n'y a pas indépendance de la justice. Oui. C'est pourquoi le chef de l'État ne veut pas aller sur ce chemin-là. Il avait même dit qu'il va s'imprégner. Oui. Il n'avait pas dit que... Non, c'est pas exclu. Il est le garant. Oui, il est le garant, mais il vous a dit qu'il n'aime pas ces gens. S'il va, justement, que le fonctionnement mais c'est quand la justice est indépendante. La justice est indépendante. Le chef de l'État, suivez même ses propos, même ses dires, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop s'immiscer, même malgré que la Constitution lui confère tout le pouvoir possible. Malgré que la Constitution lui confère tout le pouvoir possible. Mais quand les juges... Mais il n'aime pas aller sur ce chemin-là. Voilà, donner des injonctions parce qu'il est le garant suprême. Pourquoi? Parce qu'il a un grand souci. Il veut vraiment instaurer une justice indépendante, véritable. Et juste aussi, indépendante et juste. Alors, si aujourd'hui le chef qui lui-même a le souci d'instaurer une justice indépendante commence à donner des injonctions, à prendre son téléphone, appeler Kamouleta, appeler ceci, appeler... vous voyez qu'il va enfreindre même à sa vision propre à lui-même. Donc c'est pourquoi, nonobstant tous les pouvoirs lui conférés par la Constitution, il s'est dit non, nous devons aller étape par étape, tout en respectant la procédure, parce que j'ai une vision, celle de pouvoir instaurer une justice indépendante, véritablement indépendante. Malgré qu'il a le pouvoir d'appeler, dire, libérer Stani Boujaguera, libérer Mike Moukebaye. N'oubliez pas, il y a même le membre de la famille du chef d'État qui sont en prison. J'ai connu beaucoup d'amis de l'UDPS qui sont en prison. Vous voyez, s'il était le chef d'État qui donnerait des injonctions, mais je ne pense pas que même mes camarades du parti seraient déjà libérés. Donc, c'est ça le souci du chef d'État. Il veut prêcher par l'exemple.
parce qu'il a le souci d'instaurer une justice indépendante. Donc on souffrait quand même, je pense que notre ami Stani, avec la procédure, bon, j'ai suivi que sa demande de liberté a été rejetée. Je ne suis pas juriste, je ne sais pas pourquoi. Oui. Ça, c'est réservé spécialement aux juristes. Alors, pour revenir à votre question... Vous avez une minute pour répondre, parce qu'on est buté par les temps. Je vous avais déjà dit à l'introduction qu'il serait mieux que vous me traduisiez en français. Donc, j'ai même perdu de vue. J'ai même oublié la question. Si vous pouvez me récapituler même en 10 secondes. Pour que non, en fait, on fait allusion à celle qui a dit Pompon, oui. Par rapport également à cette corruption pour lutter contre la des recommandations. Oui, nous devons faire des recommandations parce que ce fléau gangrène vraiment la société et ça dérange nous qui aspirons demain gérer ce pays. Nous devons trouver également des bases, nous devons trouver des assises déjà pour que nous n'ayons pas un grand travail demain. Et quand nous allons gérer demain, nous allons aussi léguer à la postérité, c'est ça aussi le problème. D'où nous demandons à ceux qui sont à la machine aujourd'hui, nous leur formulons le vœu de pouvoir faire en sorte que ce fléau puisse être vraiment estompé parce que ça gangrène la société. Alors, moi, je pourrais apporter ma petite contribution. Moi, je pense, j'ai suivi mon ami John dire, Kabeza. Voilà, Kabeza dire, voilà, lui proposerait que les députés votent des lois. Oui, c'est une idée, mais moi, je pense que la meilleure des solutions, tout ça, ça c'est moi, c'est aussi mon avis. Il faut que le législateur, ceux qui sont au Parlement en cette législature, puissent changer le mot de scrutin. Ça c'est mon avis. Je pense que les sénateurs, le vœu du président de la République, je pense que les sénateurs doivent aussi être élus de façon directe autant que les députés provinciaux et nationaux. Et puis on éviterait tout ça. Parce que s'il faut que nous allions dans des considérations personnelles comme l'a évoqué mon ami Joly et Kabeza, ça va nous tirer à longueur. Et puis, ça risquerait que même ceux qui dirigent soient incompris. Pour éviter tout ça, la meilleure de façon, d'après moi, je pense que et les députés, et les sénateurs, et les gouverneurs doivent être élus au suffrage direct. C'est ça la solution. Très bien. John Kabeza, vous avez 2 minutes. En ce qui concerne la commission électorale indépendante plutôt devant cette pratique, qu'est-ce que vous recommandez? D'abord, avant des recommandations, je dis également, cher Emmanuel, je n'ai pas dit exactement cela. On a exprimé un vœu, comme le chef de l'État l'a exprimé, et la question a été même réclamée. Vous le savez exactement lors du briefing. Oui, ça a été réclamé, mais le chef a dit... Nous recommandons... Je dis, je n'ai pas appelé ici à l'émission exactement du chef de l'État dans cette affaire, mais c'est un vœu qui a été exprimé. Et nous voulons avoir l'évolution de ces dossiers de Stani. Les dossiers restés statu quo, c'est-à-dire audience après audience, ça ne bouge pas. Donc voilà un peu un fait important. La place d'un journaliste, c'est dans la rédaction, ce n'est pas également... Vous avez 1 minute maintenant. Et rapidement, il faudra revoir, j'ai dit, les mécanismes d'évaluation du processus électoral. Le processus n'est pas encore fini. On a commencé avec les élections présidentielles, on doit aller jusqu'aux élections des gouverneurs et même... On devait faire les conseillers urbains et pouvoir les faire, municipaux déjà, urbains, on devait les faire. Donc d'où on doit partir de là, voir est-ce que le processus poursuit son bonhomme de chemin également dans la droite. Mais j'ai la nette impression, c'est comme si après les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, la CENI semble être à demi-teinte. Mais nous devons aussi aider à la CENI. C'est ainsi, je lance l'appel à toutes les missions d'observation qui avaient des expertises, je parlais ici de l'OSPC, ainsi de suite. Ils devaient surveiller ces processus jusqu'à la fin. Sinon, si c'est le processus atterrit, ça se termine très mal, nous allons avoir ce qu'on appelle un processus bâclé. Mais pour finir, une fois de plus, même au niveau des gouverneurs, nous avons besoin, une fois de plus, d'avoir ce qu'on appelle des profils requis avec, une fois de plus, la qualité des personnes qui méritent également à gouverner, une fois de plus. Parce qu'à ce net moment, quand on va parler des sénateurs, à côté aussi des gouverneurs, nous aurons la même chose. Pour ne pas aller directement, c'est un avis exactement des experts, cher Emmanuel. Nous ne réfléchissons pas comme journalistes, simplement comme étant des spécialistes de la gestion de l'État. Si on pourrait le faire pour garantir les 10 ans, les 50 ans qui pourraient venir, il est temps qu'on puisse au moins le faire. Mais sorte, pour dire, il est temps qu'on puisse au moins revoir la qualité, qu'on mette fin à ces régimes des repas. J'ai dit repas. R comme régime, et électoral, P comme politique, A comme alimentaire. Voilà un peu. Moustapha Monza, face à cette pratique,
Qu'est-ce que vous recommandez à la justice? Non, mon cher, d'abord, nous avons d'abord le problème, c'est les souverains primaires. Il faut la maturité du souverain primaire. Nous allons aux élections et le peuple aussi vote des gens sans pour autant tenir compte de leur programme et sans pour autant savoir qu'est-ce que cet homme-là ira faire. Il y a peut-être ce qu'on appelle les fanatismes qui tournent autour de ça. Il faut une éducation. Comme il a dit avec les ONG, nous voulons que même les églises puissent aider le peuple à élever la maturité. Le peuple doit savoir qui doit me représenter. Là où les autorités doivent se ressourcer. Vous comprenez ça. C'est-à-dire ça doit être à l'instant. Malheureusement, la société civile... La société civile de chez nous, c'est toujours des vraies déclarations. Oui, ça ne se fait pas. Or, c'est un grand travail que la société civile a d'élever la maturité du peuple pour que le peuple sache qui je vais choisir. En deuxième lieu, moi je voudrais que ceux qui sont là au niveau de la législation, et pour éviter des proliférations, moi je demande que l'essai au niveau national soit de 10%. Il faut qu'on ramène l'essai de 10% au niveau national. Ça va permettre un peu qu'il y ait une prolifération. D'abord, nous sommes à notre deuxième expérience avec le seuil d'1% qui pose jusque-là encore le problème. Oui, ramener ça encore. Alors migrer de 1 à 10, moi je pense que ça va nous éviter... Non, c'est très dangereux. D'abord, nous sommes à notre deuxième expérience pour le seuil d'1%, mais jusque-là, ça pose encore le problème. Dans 10%, ça serait... ramener le pays à l'hécatombe. Monsieur Manuel, je viens de condamner les souverains primaires, mais les souverains primaires aussi est en difficulté. Lorsqu'il y a prolifération des candidats, allez-y comprendre. Quelqu'un qui a reçu 20 candidats, il a écouté 20 candidats. Il se met même en difficulté des choix. Vous comprenez ça? Là, vous parlez maintenant de la loi électorale. Vous comprenez? C'est la loi électorale. C'est ce que j'ai dit. La loi électorale, il faut ramener ça à 2%. Et en plus de ça, pour finir... Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, donc on est buté par les temps. Mais je remercie quand même le réalisateur de cette émission, de Montserrat, qui nous a quand même permis à ce qu'on puisse arriver à ce point. Merci également aux téléspectateurs d'avoir suivi leur émission des prédilections kiosque. On se retrouve prochainement avec les autres invités, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.